Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes. Alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Aujourd'hui, c'est Quentin Ousteland, cofondateur d'Énergique, qui se raconte au micro de La Boussole. Quentin nous parle de son parcours, de ses convictions et de sa volonté de s'engager au quotidien pour nous permettre de changer nos habitudes. Avec Énergique, la protection de notre planète devient ludique et rentre dans le quotidien de nos organisations. Pour le vivre au sein de mon entreprise, le challenge énergique permet une prise de conscience de nos capacités d'action et impulse une dynamique collective vivifiante. Avec Quentin, nous avons parlé d'écologie, de prise de conscience, d'engagement, de passion et de capacité d'adaptation. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers Énergique ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre échange. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Quentin. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Et je suis d'autant plus ravie de te recevoir parce que mon entreprise, donc le CIC Nord-Ouest, a rejoint la démarche Énergique et donc j'étais curieuse d'en savoir plus sur l'un de ses fondateurs. Et je te propose qu'on revienne ensemble d'abord sur ton parcours. Donc j'ai vu qu'on avait un endroit, en tout cas en commun, qui est le lycée Fédère. On a tous les deux fait nos classes prépa là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ces 2 années de prépa? Alors effectivement, oui, j'ai commencé, en tout cas, je suis arrivé à Lille pour faire ma prépa, donc prépa HEC, donc prépa commerce au lycée Fédère. Donc j'y ai passé Ouais. 2 ans. J'ai fait mes deux années de prépa. J'ai par contre décidé de pas aller en école de commerce. C'est ça le point, la petite différence entre nous Ouais. deux. Donc j'ai fait ces 2 années de prépa et ensuite je suis parti bon, comme toi à la fac pour faire une année de sociaux en plus, une licence de sociaux, une licence de Sciences Po et une licence de langue. Donc j'ai fait les 3 licences. Les 3 d'un coup. Non, les trois en 2 ans. J'ai fait les OK. trois sur 2 ans pour toucher un peu à tout, en fait, à tout ce qui me plaisait avant d'aller faire un master en entrepreneuriat à l'IAE. Et donc Lille 1, Lille 2, Lille 3 et l'IAE après FEDERB pour finalement créer Énergique. Mais pour revenir à la question sur la prépa, donc je pense que c'était les 2 meilleures années d'études en termes d'apprentissage, etc. Donc top, si c'était à refaire avec grand plaisir. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des années qui sont hyper fondatrices, enfin, où t'apprends aussi pas mal t'apprends beaucoup de choses et puis t'apprends beaucoup sur toi-même aussi, sur les capacités de travail, l'organisation à mettre en œuvre. Bon, c'est assez intense. Je pense que ça aide effectivement pour la suite, en tout cas pour la partie entrepreneuriat, c'est un bon entraînement. Ouais, bah oui, c'est vrai que j'en parlais avec une de mes invitées, c'est Morgane de Villers, qui a fondé Slowly. Et Oui, c'est ce qu'elle disait aussi, que du coup, ces années de prépa, ça l'avait bien aidé à se cadrer. Elle dit, bon, peut-être que parfois je suis un peu trop rigide pour l'entrepreneuriat, mais ça m'a donné un bon cadre pour la suite. Et comment te vient, du coup, Énergie, comment c'est la création, comment ça s'est passé? Une rencontre peut-être? Ou comment est venue l'idée, du coup? alors l'idée d'énergie aujourd'hui, donc elle a bien évolué. Ça c'est un peu Oui. comme tous les projets, je pense. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de projets aujourd'hui qui sont identiques à l'idée de départ. Ça évolue, Ouais, ça c'est évolue sûr. vachement. Mais en tout cas, le démarrage pour ma part, je reviendrai après sur la rencontre, etc. Mais pour ma part, c'est vraiment une prise de conscience sur voilà les différentes. Moi, j'étais un surveillant d'internat après à FEDER, donc j'ai encore continué à D'accord.
quand même, d'amour fait d'âme. Et je voyais qu'il y avait pas mal de dépenses sur l'eau, sur l'énergie, etc. Enfin, pas mal de gaspillage finalement, et la possibilité avec des petites actions de réduire tout ça, de faire attention. D'abord avec une approche coût, on va dire. À l'origine, Mhm. c'était vraiment de dire, bah voilà, on peut économiser de l'argent en faisant de l'écologie. Ça c'était un peu le constat au tout début, donc il y a 7 ans. Euh, Ouais. et après, donc là, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler sur un projet justement pour réduire ces consommations-là chez les bailleurs sociaux notamment, enfin voilà, dans les lycées, dans les bailleurs sociaux, en fait, dans les institutions, on va dire. Ok. Et j'ai eu l'occasion j'ai cherché un stage, on va dire, en se disant, bah, un peu comme ce que se dit tout le monde, on va dire, je vais commencer à travailler dans une entreprise qui fait à peu près ça pour me former, pour apprendre, et ensuite je créerai mon entreprise. Sauf Mm. que finalement, je suis tombé sur une offre, une offre d'Alexis, donc qui est aujourd'hui mon associé, qui demandait en fait Ouais. une personne pour co-créer une entreprise qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voulait faire, donc des challenges pour réduire les consommations d'énergie, etc. Euh, D'accord. et j'ai répondu à cette annonce alors qu'il demandait une personne avec 10 ans d'expérience, un profil école des commerces, 10 ans d'expérience pour cofonder l'entreprise avec lui. Chose que j'avais pas du tout, mais j'y suis allé un peu au culot, poussé par des personnes importantes à l'époque, et finalement on s'est rencontré avec Alexis, ça a bien fonctionné. On a trouvé le troisième associé qui était Tristan, qui lui avait ses 10 ans d'expérience, et on a Mhm. cofondé comme ça l'entreprise à trois. Donc un peu au culot, D'accord. mais ça a fonctionné. Et du coup, tu disais des personnes importantes qui t'ont encouragé à y aller. C'était qui ces personnes-là? C'était mon ami de l'époque, donc Ouais. c'était vachement, enfin voilà, c'était de se dire, allez, vas-y, hein, au pire, tu te réponds pas et c'est pas grave. Donc j'ai fait pas une lettre de motivation, mais en tout cas un beau mail. Il devait être 6 heures du matin. Enfin bon, bref, je voulais vraiment être sûr d'être le premier à répondre à cette annonce avec Mhm. avec toutes mes tripes, tout mon cœur, toutes mes tripes. Et finalement, 3 heures après, quasiment, j'avais une réponse positive qui me disait, bah il faut qu'on se rencontre, de la part d'Alexis. Il faut qu'on se rencontre, Ok. et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je connaissais ni Ok. Tristan ni Alexis au départ. C'était vraiment une rencontre qui s'est faite grâce à cette annonce. Ok. Ça marche. Et donc initialement, le projet énergique, c'était quoi? Enfin, comment qu'on puisse voir un peu la différence par rapport à maintenant? Alors au tout début, le but d'Energic, c'était d'animer un jeu chez les bailleurs sociaux pour réduire la précarité énergétique. Donc D'accord. c'était vraiment aider les personnes dans le besoin à faire des économies d'énergie pour, on va dire, se dégager un budget supplémentaire pour mieux vivre et pour sortir de cette précarité. Ok, ça marche. Donc la cible Et, était, euh, et et, euh, et on était très très focalisé sur l'énergie. d'accord. Et comment, parce que donc maintenant, énergique, donc c'est plutôt dédié, on va dire, aux entreprises en tout cas, et à leurs collaborateurs pour sous forme de jeu, les sensibiliser, ben voilà, aux actes du quotidien qui peuvent faire changer les choses, ou en tout cas impulser une dynamique positive. Euh, Comment le changement finalement s'est fait par petites touches, en testant les choses, et enfin comment ça s'est passé? Alors déjà, je pense qu'il y a deux points. Le premier point, c'était justement en travaillant avec les bailleurs, on s'est rendu compte que on avait une approche qui était, enfin, on était très très égocentré, on va dire. On avait imaginé une solution sans vraiment constater les vrais problèmes euh, qui avaient, euh, Mhm. qui existaient. Donc on avait réfléchi un peu entre nous, ce qui est un peu, je pense, le tort de beaucoup d'entrepreneurs au début, se dire, bah voilà, on essaie de régler un problème avec notre approche, sans vraiment se confronter au terrain,
Sauf que là, les premières personnes qu'on a adressées finalement étaient analphabètes. Impossible. Enfin voilà, une chose qu'on n'avait jamais imaginée. Il y avait donc on avait des personnes qui étaient en situation de fracture numérique, donc une application ça servait à rien. Des personnes qui ne savaient pas lire, donc pareil, des textes, des éco-gestes, etc. Ça ne servait à rien. Enfin, il y avait une précarité qui était encore plus importante que ce qu'on avait imaginé. Donc on était à côté de la plaque, il faut le dire. Et des personnes qui avaient non plus pas envie, enfin qui avaient encore des problèmes beaucoup plus importants que ça, et qui simplement bah voilà se disaient foutu pour foutu, ce qui est d'ailleurs aussi un épisode sur Imago qu'il faudrait que vous voyez, mais ça on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'était pas, on n'avait pas la bonne solution pour les bonnes personnes, et dans le même temps on s'est rendu compte que chez les entreprises par contre il y avait un vrai besoin, qu'on avait une typologie de personnes un peu plus homogène. C'était des personnes dans des bureaux, enfin voilà, c'était un peu plus simple. Donc on a basculé vers les entreprises. Mais aujourd'hui, un rêve quand même, c'est de pouvoir repartir sur les bailleurs sociaux pour justement aller travailler sur cette logique de précarité où là on peut faire vraiment des choses bien et apporter des vraies solutions. Oui, donc finalement, c'était un peu revenir sur la démarche utilisateur, quoi, au final. Enfin, C'est recentrer sur l'utilisateur, et puis aller là où en fait on avait créé une solution, soit on en recrée une nouvelle de zéro, soit on allait l'appliquer à la bonne catégorie de personnes, à la bonne catégorie de clients. Et comment s'est fait un peu la répartition des rôles entre Tristan, Alexis et toi parce que c'est vrai que vous avez des profils assez différents. Ça s'est fait. Comment vous êtes organisés entre vous? Alors ça s'est fait assez facilement. D'une part parce que Alexis a toujours eu un rôle non opérationnel dans l'entreprise, en tout cas dans Énergique, parce qu'il avait il a d'autres entreprises à côté. Donc c'était plutôt lui, son envie, c'était d'impulser une dynamique, d'impulser la création d'Énergique, et ensuite de trouver des personnes qui allaient pouvoir gérer Énergique. Donc il a toujours eu un rôle on va dire, de président. Donc il était là justement sur 3 cofondateurs, le rôle un peu de personne qui tranche d'un côté ou de l'autre quand il y en avait besoin, etc. Donc c'était un peu le rôle d'équilibre, on va dire. Ça c'était vachement important. Et après, avec Tristan, donc on s'est réparti assez vite entre, on va dire, l'externe et l'interne. Donc Tristan a pris toute la partie commerciale plus représentation. Lui qui avait un background un peu plus école de commerce, etc. Donc il a pris toute cette partie-là. Et moi, j'ai gardé la partie donc produit, RH, même si j'aime pas le terme, et DAF, on va dire, sur toute la partie financière, levée de fonds, etc. Donc tout ce qui se passe, vraiment, on l'a découpé comme ça, tout ce qui se passe en interne, tout ce qui se passe en externe, et Alexis qui est là pour trancher quand il y en avait besoin. D'accord. Ok. Parce que juste pour donner un peu les personnes, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément Énergique, donc Alexis Delepoule, il était directeur de Pouchin, je crois, c'est ça. C'est ça. Et après, du coup, il a participé à Énergique, et puis maintenant, il est directeur général de Clair et de Bruyne. C'est ça. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ok, ça marche. C'est pour un petit peu resituer les personnes. Et donc toi, donc là, t'as donc tes missions. Tu dis la RH, t'aimes pas ce mot-là, pourquoi? J'aime pas Qu'est-ce qui le te terme, dérange? on va dire, ressources humaines. Je pense Ouais. qu'on sont un peu plus que des ressources. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire le côté gestion, gestion au quotidien, et animation en fait de cette équipe-là. Je préfère même le terme animation à gestion finalement, de faire travailler tout le monde ensemble, de donner un cap. C'est plus ce côté-là, on va dire, qui se cache réellement derrière le côté RH au quotidien. Plus toute la paperasse. Ouais. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, c'est sûr.
Ça fait partie du quotidien. C'est les tâches pas forcément l'administratif, pas forcément les plus épanouissantes, mais qui sont néanmoins nécessaires. Et quand Euh, on se dit, bon, voilà, il est patron, du coup, il est libre et maintenant, le patron fait la compta, il fait les fiches de paie, il fait, enfin, toutes ces choses super chouettes, dont et on qui font pourrait tourner l'entreprise quand même. tourner l'entreprise, mais qui sont clairement pas les plus fun au quotidien. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et, euh, et donc, comment, euh, comment vous avez réussi à convaincre finalement les premières entreprises de tester énergique? Euh, Ça, c'est un bon retour, bon retour en arrière. Euh, Ouais. Au début, on était vraiment sur l'approche, enfin, on a gardé l'approche économie d'énergie. Enfin, énergique était vraiment au tout début, c'est pour ça qu'on s'appelle énergique d'ailleurs, sur la partie énergie, donc vraiment économie d'énergie. Donc au tout début, on avait vraiment une approche de, on va dire, cost killer. On va dire, on va apporter une solution qui va faire que on va réduire les consommations d'énergie, donc faire économiser de l'argent finalement à l'entreprise en faisant en sorte que chacun fasse des petits gestes au quotidien. Donc, c'est-à-dire sur la partie veille, sur la partie climatisation, chauffage, etc. On va aider l'entreprise à faire des économies. Donc, on avait plutôt une approche au niveau des services généraux, etc. Euh, Mhm. Ce qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Mais au tout début, on était vraiment là-dessus. Donc les premières entreprises ont été séduites un peu par on va dire tout le côté héroïque, de dire on n'a pas forcément besoin de faire des gros travaux de rénovation, etc. En faisant des petites choses, on peut aller chercher déjà des économies. Et soit en fait c'est le point de départ, donc on va dire on va commencer petit et ensuite on va aller faire des rénovations. Soit c'est la toute fin, enfin, de la chaîne. Euh, on a déjà fait des travaux, etc. Mais on se rend compte qu'il y a encore bah, des choses qui vont pas. Donc, il faut corriger ces choses-là aussi. C'est le mauvais comportement, on va dire, c'est le mauvais usage du bâtiment. Du coup, on a recours à l'énergie. Comme ça qu'on a commencé. On a aussi été poussé pas mal par les Dalkia, Engie, etc., qui dans leur contrat avaient besoin aussi de sensibilisation, enfin de mettre de la sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on a débuté les premiers contrats, on va dire. Ok. Et du coup, quels étaient les premiers retours? Comment la démarche était, elle était, enfin, on va dire, reçue par les utilisateurs, du coup? Alors, les utilisateurs étaient contents de pouvoir être, enfin, ils étaient contents qu'on leur donne la parole en fait, qu'on leur donne, qu'on leur donne la possibilité d'agir. Je pense que c'était, bon, là on parle quand même d'il y a 4-5 ans, donc on n'était pas, enfin, l'écologie, etc., n'était pas un sujet duquel on parlait tout le temps dans la presse, enfin au quotidien. C'était encore assez, ça paraît proche, mais pourtant assez loin en termes d'engagement, d'implication, etc. Ils étaient contents qu'on leur donne la parole, qu'on leur donne les moyens d'agir. Après, le fait de se limiter uniquement à l'énergie était assez restrictif. On faisait vite le tour finalement. Une fois qu'on a éteint les veilles de son ordinateur, qu'on a réglé la température du chauffage, qu'on a pas laissé les fenêtres ou les vidéoprojecteurs ouverts, etc. Enfin voilà, on fait assez vite le tour, ce qui nous a aussi donné l'idée d'aller au-delà de l'énergie, puisque finalement, quand on s'engage pour l'environnement, c'est pas que pour l'énergie, c'est pour la mobilité, pour le numérique responsable, pour plein de choses. Donc c'est aussi ça qui nous a permis de nous ouvrir à d'autres thématiques et d'aujourd'hui de faire de Mhm. l'énergie en tout cas bon, d'avoir avec l'énergie qu'une approche beaucoup plus globale sur la consommation en général. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que du coup, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que pour le tester au sein de mon entreprise, euh, oui, en fait, c'est beaucoup plus général et plus pour nous sensibiliser, en tout cas, comment modifier notre façon de consommer de façon générale, enfin, qu'est-ce tous les petits gestes qui permettent d'avoir en tout cas une attitude, on va dire, plus vertueuse par rapport à l'environnement, tout en restant sur une thématique du jeu qui du coup est plutôt sympa, quoi. Parce que c'est vrai on peut vite un des travers parfois des discours sur la préservation de l'environnement et l'écologie, ça peut être d'être un peu
moralisateur, parce que c'est vrai que voilà, l'homme a quand même détruit pas mal de choses et on peut tomber dans ce travers-là. Mais du coup, je trouve qu'avec avec Énergique, on est au contraire dans beaucoup de bienveillance et de montrer que chacun individuellement peut agir en étant un peu comme un exemple pour ses collègues, quoi. Ça, c'était Je pense que c'est une ligne de conduite effectivement importante chez Énergique, de dire on a une approche positive, une approche bienveillante, inclusive, faire en sorte qu'un maximum de personnes participent, puisqu'on est sur des petites actions. Du coup, il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ça ait un impact. Donc il faut que ce soit ouvert à un maximum de personnes. Et il faut aussi que ce soit ouvert en termes de thématiques, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'impliquer, mais qui vont d'abord s'impliquer par exemple sur le zéro déchet, ou plutôt s'impliquer d'abord sur la mobilité, ou plutôt s'impliquer d'abord sur l'énergie. Donc il faut ouvrir un maximum de portes pour faire entrer les gens dans la démarche. Et ensuite, de toute manière, quand on se rend compte, en tout cas en tant que personne engagée, une fois qu'on commence à faire attention à une thématique, bon, ça, d'une thématique à l'autre, on se dit, bah mince, c'est quand même dommage de faire du zéro déchet et de prendre l'avion pour partir en vacances. Bon, je fais attention à ça. Ensuite, l'avion, ok, c'est fait, mais la consommation, l'alimentation, c'est aussi vachement important. Il faut aussi que je fasse attention à l'alimentation, pouf pouf, et de fil en aiguille, on est sensibilisé comme ça, mais avec à chaque fois des parcours et des portes d'entrée qui sont différentes. Donc c'est effectivement vachement important d'ouvrir un maximum de portes et, euh, et de rester sur une logique bienveillante où la personne va comprendre d'elle-même qu'il faut agir et sur quel levier agir finalement. ouais, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, en fait, combien d'entreprises sont dans l'énergie? Ça représente combien d'entreprises ou de personnes? Enfin, je sais pas ce qui est le plus parlant comme chiffre. Alors là, en termes de chiffres, donc on approche les 10 000 personnes, les 10 000 personnes qui ont téléchargé l'app et qui jouent à Énergique. Et en termes d'entreprise, on doit être entre 70 et 80 communautés, parce que il n'y a pas que des entreprises. C'est important de le mentionner. On a aussi des écoles, beaucoup. Mm. Il y a des entreprises, des écoles, donc que ce soit aussi bien des écoles primaires que des collèges, que des lycées et des universités. D'ailleurs, c'était une des premières, une des facultés, une des premières clients d'Énergique. C'était l'université catholique de Lille. Et là, de D'accord. plus en plus, on a des villes et des universités qui reviennent avec une solution adaptée pour eux. Ok. Oui, mais j'avais vu qu'il y avait mon école, il y avait Schema, je crois, hein, qui en Ouais. parcourant un peu les communautés. Ouais, j'avais vu qu'ils étaient. Effectivement, là, dans les derniers, et ça été aussi une nouvelle approche, je pense qu'on peut le mentionner là maintenant, c'est que jusqu'à présent, on travaillait uniquement en challenge interne, donc on déployait par exemple le challenge chez Orange, voilà, surtout Orange France, donc on avait une solution de challenge interne. Là, depuis le premier confinement, on travaille également en mode challenge inter-entreprise. Donc, on va toucher un groupement d'entreprises. Donc là, en l'occurrence, le réseau Alliance, Oui. auquel fait partie le CIC, Schema, il y a IESEG aussi, euh, Port de Lille, voilà, il y a pas mal, Orange en fait partie aussi. Donc pas mal d'entreprises qui faisaient partie du réseau Alliance. Donc on leur a proposé la solution un peu en achat groupé, on va dire, pour qu'ils puissent, Mhm. en fait, pour que aussi des petites entreprises puissent accéder à la solution énergique, pour pas que ce soit seulement des très grosses boîtes, mais aussi des petites entreprises et qu'elles soient challengées entre elles. Et c'est le cas aujourd'hui avec CIC, Schema, IESEG, etc. Elles sont toutes dans le même challenge finalement, pour Mhm. des bonnes pratiques, pour qu'il y ait ce côté émulation. Et ça, c'est une nouvelle approche qui fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui finalement s'impliquent beaucoup plus vite. Et je pense qu'on en a grandement besoin aujourd'hui de faire beaucoup plus, beaucoup Ouais, plus c'est vite. sûr. Mhm. Ouais, non, c'est certain. C'est hyper important que chacun se mobilise à son niveau et agisse aussi pour qu'il y ait des changements plus globaux, quoi. C'est vrai qu'on en parlait un peu avant de démarrer l'enregistrement. Euh, il faut, le changement
peut être basé sur des actions individuelles, mais après, ça permet de créer une dynamique qui va un peu au-delà, quoi. C'est l'objectif. C'est tout l'objectif d'Énergique, c'est de déclencher cette dynamique et de faire en sorte que un maximum de personnes s'impliquent et se rendent compte voilà, qu'il faut s'impliquer encore davantage et encore davantage. Et finalement, une fois qu'on tombe dedans, c'est difficile de s'arrêter. Oui, bah c'est ça. Une fois que c'est lancé, quoi. On y va. Et je pense que quand on voit les effets que ça peut avoir, c'est d'autant plus encourageant, quoi. Et donc maintenant, c'est au niveau d'énergie, quelles sont les prochaines étapes? Alors, on a la prochaine étape importante, on va dire, j'en parlais juste avant, c'est de retourner, d'aller sur on va dire la partie particulier, donc c'est-à-dire de créer un challenge. Aujourd'hui, on a un challenge pour les entreprises, on a un challenge pour les écoles. C'est de recréer un challenge pour les individus, on va dire. Donc c'est aussi bien les étudiants, donc créer des challenges étudiants pour embarquer non pas Schema, mais par exemple les étudiants de Schema. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour former ce qu'on nous apprenait en école de commerce, les managers de demain. Ça, je pense que ça peut faire du bien. Retourner sur la partie bailleurs sociaux, donc former les gens chez les bailleurs sociaux. Et un petit nouveau aussi qui est le challenge interquartier, c'est-à-dire adresser des villes pour faire en sorte de déployer la solution énergique au niveau des habitants directement pour sensibiliser sur les bonnes pratiques au quotidien, mais à la maison, puisque là, avec le confinement, finalement, on a décliné tout le programme d'animation qu'on avait aujourd'hui pour les entreprises, également en télétravail. Donc on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à la maison. Et voilà, ça c'est la prochaine grande étape pour Énergique en termes d'élargissement un peu du scope. On aimerait bien aussi ouvrir beaucoup plus au sujet RSE au sens large, donc avoir plus simplement de l'environnemental, mais aussi le côté social. Ça c'est important. Et finalement faire beaucoup plus en nombre, aller beaucoup plus loin dans la concrétisation des idées, etc. Ça c'est juste essentiel pour avoir vraiment un impact et faire vraiment changer les choses. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin. Oui, donc c'est de passer de 10 000 à 100 000, quoi. 100, Minimum. 100 000, voilà, il faut faire plus. Si on se bat autant, c'est il faut qu'on ait un impact. Chaque personne chez Énergie qui se lève le matin pour avoir cet impact. Voilà, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut et que chacun fasse tout ce qu'il peut pour avoir cet impact. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on se bat au quotidien. Et chez toi, comment est née en fait cette sensibilité-là? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie pour toi de travailler vraiment dans ce domaine assez précis finalement, de l'accompagnement, de la transformation de nos usages au quotidien pour pour être plus vertueux pour la planète? Alors moi j'ai toujours eu une sensibilité pour la nature, on va dire, le côté biodiversité. Donc ça c'est de l'enfance, enfin depuis l'enfance. Après il y a aussi une logique un peu, on va dire, pragmatique. J'ai commencé à conseiller des amis, après des amis, etc. sur les petits gestes à faire pour économiser un peu d'énergie, un peu d'eau. Enfin voilà, tout ce côté très pragmatique, rationnel, presque ingénieur sur c'est quand même dommage de faire ça alors que on gaspille ça. Enfin, c'était vraiment une lutte contre le gaspillage et le côté irrationnel de la chose. Avant de me plonger un peu plus sur le côté impact, etc. Et là, c'est vraiment devenu. Donc, je suis rentré de cette manière-là, on va dire. Et là, c'est vraiment devenu mon combat au quotidien. Enfin, il n'y a rien aujourd'hui dans ma vie qui n'est pas lié à ce combat-là euh, pour l'environnement. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui est lié à ça. Et, et je pense que ça va être encore vrai pour pas mal d'années. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que je suis rentré
de manière très logique, on va dire, et après il y a que le côté émotionnel qui est venu s'ajouter et le côté culture. Donc à force de travailler là-dedans, on apprend plein mal de choses, on se rend compte de pas mal de choses, et, euh, et là ça fait effet boule de neige et on peut plus, on voit plus autre chose que ça en tout cas. Oui, après on peut plus revenir en arrière, je pense. Enfin, une Et fois qu'on a surtout, compris l'impact, ouais. Après voilà, une fois qu'on met le doigt dedans, et on, enfin, quand on se rend compte en fait de tout ce qu'on peut changer, tout ce qu'on peut améliorer, ben après c'est difficile en fait de faire marche arrière, je trouve. puis qu'on doit changer, ça c'est vachement important, c'est de dire il faut changer, c'est juste impossible de faire autrement, il faut radicalement changer. Euh, pour éviter pas mal de catastrophes, etc. Il faut faire ces actions, il faut avancer, il faut limiter la casse, sinon ça va être une catastrophe pour beaucoup de personnes. Peut-être pas nous en première ligne, mais pour beaucoup d'autres personnes, et c'est juste presque immoral de pas s'investir pour cette cause-là et de fermer les yeux sur ce combat principal qui est l'environnement là, sur ces 100 ans à venir, quoi. Oui, c'est sûr. D'autant plus que tu vois, j'ai lu, alors je sais, c'est peut-être il y a une dizaine de jours, dans Le Monde, il y avait un article sur une étude en fait qui avait été menée sur le fait que finalement, si on arrivait à réduire, à diminuer près de 1,5 degré les émissions, etc., qu'en fait, c'est quand même visible beaucoup plus vite que ce qui était initialement prévu, que finalement c'était pas forcément sur une ou deux générations, mais qu'en fait au bout de 20 ans par exemple, on pourrait déjà voir concrètement des effets. Et du coup, je trouve que ça change quand même un peu la perspective qu'on peut avoir. C'est que quand on se dit oui, c'est pour les générations futures, mais en fait, c'est pour les générations futures, oui, mais si on change nos comportements de façon collective, que les entreprises évoluent, etc., et ben, ça pourrait se voir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Après, ça reste du long terme, même si on parle de 20 ans, ça reste du Mhm. long terme, du très long terme, même pour beaucoup de personnes qui sont la tête dans le guidon au quotidien et qui ont vraiment pas, qui ont vraiment pas ces choses-là en tête. Donc c'est effectivement bien pour certaines personnes. Je pense qu'il faut, que ce soit pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, ou pour 50 ans ou 100 ans, c'est pour le monde qu'on se bat, pour ces choses-là qu'on fait des choses aujourd'hui. Il faut y aller vraiment, et maintenant. Ça, c'est vachement important. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, maintenant, Énergique, ça représente combien de personnes? Parce que j'avoue que vous êtes combien dans les effectifs maintenant? Là, on est 10 aujourd'hui. D'accord. On est 10 chez Energique. On est basé. C'est vrai que je l'ai pas dit au tout début. On est basé à Aura Technologies, au village Baïséa. On est 10 Ok. personnes avec des profils assez différents. Des personnes qui s'occupent du développement, de l'animation, de la com, de la créa, et puis moi qui fait un peu de tout finalement. Un peu, c'est le couteau suisse de la bande, en fait, hein. Tout le monde est couteau suisse. Après effectivement, on va dire tout le reste à part ces choses-là. Euh, c'est voilà, c'est un peu le rôle aussi, je pense, du dirigeant, c'est de rendre, en fait, de donner les bonnes conditions pour que tout ça soit possible et de faire en sorte Mm. que chacun puisse apporter vraiment la différenciation qu'il a apporté. Ouais. Non, c'est vrai que je suis d'accord sur le rôle qu'on peut avoir en tant que dirigeant, aussi d'avoir cette exemplarité, tu sais, d'être, du coup, d'impulser finalement la dynamique au sein d'une entreprise en étant soi-même exemplaire et puis que du coup c'est hyper motivant en fait. Et c'est pour ça que sur des petites structures comme Énergique, ben, c'est d'autant plus vrai que des fois, bon, sur des grands groupes, c'est peut-être un petit peu moins visible que sur des plus petites structures. Je pense on a effectivement comme on est à contre-courant, on va dire, il faut une force de travail, il faut une conviction qui est d'autant plus forte parce qu'il faut ramer contre le courant et en plus continuer à avancer. Donc on a
double effort-là à fournir. Et je pense qu'effectivement, si le dirigeant ne le fournit pas, ça peut pas fonctionner, c'est sûr. Mais il faut également que dans une petite équipe, que chacun soit dirigeant finalement, parce que être tout seul, être tout seul en tant que dirigeant à avancer, ça fait pas avancer l'entreprise. Il faut que tout le monde avance en même temps et que chacun apporte ce qu'il a à apporter et se battent au quotidien. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Energique. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Et c'est ça qu'on retrouve finalement dans toutes les petites boîtes qui avancent, c'est qu'il y a effectivement une personne qui a ouvert le projet, qui a permis que le projet se passe, mais tout ce qui se passe après, c'est effectivement du ressort de ces personnes-là qui s'investissent au quotidien et qui font qu'on change la donne, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, tu vois, pour le constater moi-même au quotidien, je trouve que ce que vous proposez, en tout cas avec Énergique, c'est un bel outil, quoi. Enfin, voilà. Et je suis contente d'avoir pu, tu vois, l'utiliser un peu avant d'échanger avec toi, parce que ça permet en tant qu'utilisatrice, du coup, de pouvoir un peu dire, bon, voilà, est-ce que c'est beau sur le papier, mais qu'en fait, ça produit pas forcément d'effet? Parce que on peut se poser la question aussi, mais je pense que maintenant, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont conscience qu'on doit changer les choses au quotidien pour le bien de la planète. Et je pense aussi que cette crise du Covid-19 euh, a aussi remis notre lien avec la nature, avec l'environnement, un peu au cœur du sujet. Bon, je sais pas ce que t'en penses, toi. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont, il faut le dire, il faut le dire clairement, cette crise est liée à notre activité humaine sur l'environnement. Ça c'est indéniable. Donc effectivement, qu'on s'en rende compte, c'est pas plus mal. Il y a aussi plus de personnes qui ont eu le temps de réfléchir, le temps de se poser, qui sont sorties, on va dire, de l'agitation quotidienne et qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses à faire, qu'il fallait faire des choses et qu'il fallait sortir un peu de cette frénésie-là du quotidien. Donc de plus en plus de personnes, nous on le voit en termes de personnes qui postulent, etc. On a des super messages de personnes qui ont envie de changer, qui ont envie de s'impliquer, etc. Ça c'est chouette. On le voit dans l'application aussi, des retours d'utilisateurs qui se bougent, qui ont envie de faire des choses, qui proposent, qui sont vachement proactifs. Et donc ça c'est vraiment chouette de sentir ça, de sentir que ça vient, ça y est, ça bouge, les gens ont envie d'agir et de leur donner les clés pour agir. Ça c'est notre rôle aujourd'hui chez Energique, de leur donner un maximum d'informations. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais dans l'application, on va passer des messages de sensibilisation pour expliquer pourquoi, pour expliquer comment faire mieux, etc. On va mettre à disposition des articles, des podcasts, des vidéos pour faire en sorte que chacun comprenne. C'est aussi comme ça qu'on s'est formé finalement. C'est en lisant pas mal d'articles, en regardant des vidéos, en voyant des choses, qu'on comprend en fait les sujets. Et les personnes de plus en plus sont en demande de ça, de cette formation sur l'environnement, parce que on va commencer par la formation et ensuite on va pouvoir comprendre comment on peut agir et là se mettre en action. Donc c'est vachement important et effectivement c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis le Covid-19 et qui j'espère est pas prêt de s'arrêter. Oui, j'espère aussi que tous les changements impulsés, en tout cas, par exemple, de redécouvrir les bienfaits du commerce local, de consommer à côté de chez soi, de réfléchir, voilà, enfin, de se poser la question de notre impact sur l'environnement, que ça va durer. C'est vraiment voilà, moi, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, alors je me dis pourvu que ça dure. Mais on espère aussi. Et un peu ce retour, on va dire, à la normale, à la vraie normale, vraie normale, et puis cette frénésie-là dans laquelle on était tombé, j'espère aussi. Bon, il va falloir, du côté plutôt travailleur, on va dire, il va falloir travailler pour faire en sorte qu'on raconte des nouvelles histoires, qu'on raconte des belles histoires, pour maintenir un peu ce cap-là et
faire que ça change réellement dans la durée. Oui, parce qu'après, c'est vrai que c'est sûr qu'au quotidien, on peut se laisser un peu repartir dans les mécanismes de l'habitude et, euh, et perdre en fait cette espèce de bouffée d'oxygène qu'on a pu avoir à un moment et puis repartir un peu dans le train-train du quotidien. Et je pense que tu as raison, ça demande un travail, en tout cas un effort ou une implication qu'il faut réussir à générer chez chacun d'entre nous. Et je pense aussi que ça passe par l'exemple. On fait beaucoup chez Énergique aujourd'hui des portraits d'engagés. C'est aller interviewer, un peu comme tu le fais aujourd'hui avec ce podcast, c'est d'aller interviewer des personnes qui font des choses, qui n'ont pas attendu Énergique pour faire des choses aussi dans leur entreprise et de montrer en fait que c'est accessible à tout à chacun et que dans son entreprise, on a des spécialistes du zéro déchet, on a des spécialistes du vélo taf. Il y a plein de choses qui se passent, il faut les montrer, il faut en faire des exemples pour montrer que c'est déjà accessible à tout le monde et que c'est simple et que ça fait du bien et que c'est positif et que voilà, on a tout à y gagner à passer, mais il faut ces exemples-là et c'est vachement important. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis tu vois, Quentin, je vois le chrono qui file et on approche en fait de la fin de ce podcast. Je te remercie en tout cas pour tout cet éclairage parce que je trouve que c'est hyper intéressant la démarche d'Énergique et puis de comprendre aussi comment Énergique est né et ce que toi et tes associés vous souhaitez en faire dans les prochains mois. Et donc, je voudrais te poser les quelques questions rituelles de la boussole. Donc, ce podcast s'appelle La Boussole et la boussole, ça indique le nord. Et au-delà du nord, la direction géographique, pour moi, je pense que c'est l'occasion, si tu as envie de faire passer un message, la parole est à toi. Je pense effectivement, en tout cas, ce qui m'inspire dans cet intitulé de podcast, c'est vraiment le côté cap à tenir. Ça, j'en ai beaucoup parlé là dans ces dernières 40 minutes. Mais ce cap là à tenir, de dire, il faut faire des choses, il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut voilà tenir le cap. Ça c'est vraiment important, ne rien lâcher, s'investir au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucun combat qui vaille plus la peine que le combat pour l'environnement. C'est important de pas l'oublier. Il faut que ce soit vraiment une raison d'être. Je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes qui l'appliquent pas aujourd'hui au quotidien comme ils aimeraient l'appliquer. Je pense qu'il faut sauter le pas, il faut s'investir, il faut y aller. Enfin, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, il faut s'engager, il faut faire, il faut montrer l'exemple. Sinon, ça ne pourra pas changer. Et pas hésiter à sauter le pas, surtout après tout filer. Ça marche. Et est-ce que tu as des rituels ou des moments qui sont importants pour toi dans ta semaine, pour ton équilibre personnel aussi? Alors là, ça va être pareil. Le lien aussi avec le Nord est important. Bon, aujourd'hui, on est un peu limité, mais je pense que la partie rituelle dans les bars, ça me manque beaucoup aujourd'hui. Toutes les discussions qu'on peut avoir justement pour refaire le monde, ça c'est des moments qui me manquent beaucoup, qui sont importants, je pense, pour discuter, pour avoir ce côté convivial, pour apprendre des choses, pour partager des choses. Euh, c'est un moment, un moment que j'aime beaucoup dans la semaine. Mais sinon, je dirais que c'est la lecture pour justement se cultiver et avoir des faits à montrer pour expliquer le changement, on va dire. Ok. Et est-ce que tu aurais, moi je vois, je suis une grande lectrice, on parle de lecture, et est-ce que tu aurais peut-être un livre à conseiller à nos auditeurs? Ou des livres d'ailleurs, s'il y en a plusieurs, c'est bien aussi. Je préfère en donner un seul pour être sûr qu'on se focalise là-dessus. C'est le livre d'Ecotopia, qui a été écrit dans les années 70 par un Américain qui s'appelle Calen Back. Donc Ecotopia, c'est une utopie qui raconte la sécession de 3 États américains qui se libèrent des États-Unis pour créer un État écologique. Donc ils se coupent du reste du monde pour monter cet État-là écologique. Et 20 ans plus tard, un journaliste américain est autorisé à venir
voir ce qui se passe en Ecotopia et rencontrer les personnes en Ecotopia. Et voilà, là on découvre pas mal de choses sur qu'est-ce qui se passe au niveau des gens, notamment c'est ça qui m'a marqué. Qu'est-ce qui se passe au niveau des relations sociales, etc. Quand on a un mode plus respectueux de l'environnement, on se rend compte que beaucoup de choses changent au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau des beaucoup de choses. Et ça donne pas mal d'idées. Et surtout, ça impressionne puisque ça a été écrit il y a 50 ans et c'est vachement d'actualité. Voilà. Ah non, mais c'est vrai que des fois, on peut être surpris par certains romans qui ont été écrits il y a 20, 30 ou 50 ans et qui en fait sont terriblement d'actualité maintenant. Et c'est voilà, Ecotopia de Kallenbach. Ok, je note. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou des invités à me recommander pour le podcast? Alors j'ai deux personnes à te conseiller. Le premier c'est notre voisin notre voisin de bureau finalement chez Énergie qui est Justin Marquand qui a créé Picto Access. En fait, s'est engagé dans le numérique pour l'accessibilité. Donc il référence les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc mobilité réduite en situation de handicap ou à mobilité réduite. Donc ça peut aussi bien être des familles avec des poussettes que des personnes malvoyantes, etc. Donc c'est un super entrepreneur social et une super personne. Donc Oui. tu seras, c'est un super échange à avoir avec lui. Et puis Ok. sinon Alice, qui est la banquière itinérante de la Nef, que tu connais peut-être. Oui. Qui est On s'était aussi dit qu'on devait se rencontrer. une chouette personne qui finance plein de projets intéressants et qui, je suis sûr, aura par contre 150 personnes à te faire rencontrer. Donc c'est aussi top. Bon, bah, super. Écoute, je te remercie beaucoup, Quentin, pour ton temps et puis notre partage qui, j'espère, donnera envie à certains de nos auditeurs de peut-être s'inscrire dans la démarche d'énergie. Je mettrai en tout cas tous les liens si certains d'entre eux souhaitent prendre contact après l'écoute. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous contacter et puis en tant qu'individu à aller de l'avant, à faire des choses et puis à vous engager pour l'environnement et pour tout ce qu'on souhaite pour le monde. Super, merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.